attendant, non seulement qu'on règle ces problèmes, plus le fait que l'innovation nous apporte peut-être de la croissance, aujourd'hui, il faut travailler sur le budget. Oui. Alors, en plus, le budget, on s'est rendu compte que, apparemment, ce fameux taux de croissance, on le bidouillait un petit peu. Alors, évidemment, quand on pouvait bidouiller sur 3, Je peux juste te dire un mot là-dessus. je termine ma question et puis après, je te laisse. Non, mais c'est juste Donc, sur ce point du bidouillage. on était à 1,75 et puis là, on se dit, puisqu'on nous dit que c'est 1, on va être sur 1. Moi, je me demande même si sur 1, c'est bon, parce que s'il y a 1, ça veut dire que c'est pas assez. Donc, est-ce que l'on tient compte, d'ailleurs, ça c'est une question, est-ce que l'on tient compte des effets d'une baisse de la croissance dans la totalité du budget 2012 ? Quand on dit, de toute façon, on a rajouté combien en septembre ? 20 milliards. Et puis là, on se dit, c'est peut-être entre 6 et 8. Enfin, on a toujours l'impression d'approximation. Et une approximation avec des taux de croissance, avec un taux de croissance aussi faible, voire inexistant. Est-ce que c'est raisonnable ? Et alors derrière tout ça, est-ce que les moyens qu'on met pour tenter d'équilibrer, d'ailleurs d'équilibrer, le terme est impropre, de limiter la casse sur le budget, est-ce que tout ça vous semble cohérent ? Voilà, Nicolas, j'ai posé toute ma question. Tu parlais du bidouillage. C'est vrai que quasi systématiquement, les prévisions de croissance qui sont inscrites dans la loi de finances sont supérieures. On parle beaucoup de conflits d'intérêts en France. C'est absolument normal. Puisque c'est le gouvernement lui-même qui fait sa prévision de croissance. C'est-à-dire que ça se passe de la façon suivante. Vous avez les services de Bercy qui font une prévision de croissance et elle est revue par le gouvernement. Le gouvernement ne va pas vous dire « Attendez, j'ai fait une politique tellement mauvaise qu'on n'aura pas de croissance cette année ». C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc forcément, la prévision de croissance qui est inscrite dans le budget, c'est un acte politique. Et donc ce qu'il faudrait faire pour sortir de psychodrame, parce que quand Bernard et moi, on est amené à commenter le budget tous les ans, on dit la même chose, c'est-à-dire la prévision de croissance, c'est trop. Là, on était parti de 2,75 au départ. C'est vous dire quand même à quel point on était dans les délires. Mais c'est un peu toujours comme ça. Et donc, il faut que cette prévision de croissance, elle soit faite soit par un collège, ce soit le consensus d'un collège d'experts indépendants, soit un consensus qui existe déjà. Il y en a plein. Aujourd'hui, il est à peu près à 0,8. Donc à 1%, là, pour le coup, on n'est pas très éloigné. Alors autant à 2 ou à 1,75, on était encore trop élevé. Là, on s'est arrêté sur 1%. Alors après, le pire est toujours envisageable. On peut avoir moins 2. On peut avoir un crédit crunch, plus de crédit, des budgets, une austérité pas possible et mal foutue avec des augmentations d'impôts partout. Et on peut avoir moins 1 ou moins 2. C'est possible. Mais là, honnêtement, on est entre 0,5 et 1. Bon, on est à peu près, à mon avis, dans ce qui... On est dans du convenable et en tout cas on n'est pas dans quelque chose de délirant. Mais ce qu'il faut changer, c'est la façon dont la politique budgétaire est conçue dans notre pays. Alors un autre axe d'ailleurs, deux autres axes pour sortir de ce psychodrame de la prévision de croissance qui est annoncée donc en septembre de chaque année, et ça avait déjà été évoqué, ce serait peut-être d'avoir une prévision de croissance commune avec l'Allemagne. Ça, je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Ou alors, ce que les Français détestent, parce qu'en France, on a une vision martiale de l'économie, mais ce serait d'avoir des prévisions de croissance, alors ça, ce serait vrai pour tous les pays européens, qui seraient validées, par exemple, par la Commission européenne. Mais c'est vrai que ça, il faut en sortir, parce que du coup, on est dans une prévision de croissance qui n'est pas tenue, donc quand on est dans une période de fragilité sur les finances publiques, on est obligé de faire des lois de finances rectificatives. Cette année, ça a été quand même incroyablement délirant, parce que le Premier ministre est en train d'annoncer un plan de rigueur, alors même que la discussion parlementaire sur le budget vient de commencer. C'est-à-dire qu'on savait dès le départ que le budget était mort-né. Alors, heureusement, là, c'est un peu compliqué d'enregistrer ce Café Co aujourd'hui, parce que, pour être tout à fait honnête, le Premier ministre est en train de parler au moment où nous-mêmes on fait cet enregistrement, mais d'après ce que l'on sait, là j'ai quand même l'impression qu'on a pris la mesure du problème et que ce sont des éléments importants qui sont en train d'être annoncés sur une prévision de croissance qui... J'ai un scoop. Mais Bernard va tout nous... J'ai un scoop qui m'a été donné par notre réalisateur. Le Premier ministre vient d'annoncer, d'ici 2016, on est en 2011, combien d'économies ? 100 milliards. 100 milliards d'économies d'ici 2016. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Là, on est dans les bons montants. Là, on est vraiment... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est dans les bons montants. On est dans les montants extrêmement forts. Et ça veut dire qu'il risque d'y avoir des conséquences sur le niveau de vie et il faut accepter, et peut-être faut-il accepter, c'est pas la première fois que les Français auront une baisse du niveau de vie dans leur histoire. C'est arrivé souvent. Mais ils ont réagi toujours. Et ils ont réagi à ces baisses du niveau de vie. Ça voudra dire une baisse de la croissance. Ça veut dire qu'on est habitué depuis combien de générations maintenant ? Depuis 45, ça va faire combien de générations ? Ça fait
3 générations à ne pas avoir de guerre. Si, il y a eu la guerre d'Algérie quand même. On est habitué à être en paix globalement et avoir un niveau de vie qui croît. Bon. Je pense que l'espérance de vie ne sera pas touchée parce que dans les périodes où les Français ont vu leur niveau de vie diminuer, l'espérance de vie n'a pas diminué. Au contraire, pendant la guerre, entre 40 et 45, l'espérance de vie a légèrement augmenté parce que la consommation d'alcool a considérablement diminué. Et donc, l'espérance de vie a augmenté. De ce côté-là. Mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à une baisse du niveau de vie et ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, on pourra repartir vers la nouvelle économie de l'innovation. Ça nous permettra de rattraper de la compétitivité. Nicolas sera d'accord, c'est-à-dire qu'on va réduire malgré nous l'écart avec les pays qui nous taillent des croupières. Et ça veut dire qu'on devrait arriver vers la nouvelle phase de croissance. 100 millions, ça me paraît beaucoup, moi, quand même. Hein. Ah, non, mais, ça me paraît beaucoup. Hein. Non, mais franchement, est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est 100 milliards. Mais franchement, est-ce que c'est réaliste par rapport à ce qu'on n'a jamais pu réaliser? Est-ce que d'un seul coup... Je crois que la question... Alors, je vais vous répondre brutalement, je crois que la question ne se pose pas comme ça. L'État français est dans une situation de surendettement. La question, c'est est-ce qu'on veut continuer à avoir un État français qui fonctionne à peu près normalement? Est-ce qu'on veut avoir une protection sociale qui fonctionne à peu près normalement? Est-ce qu'on veut pouvoir continuer de lever de l'argent sur les marchés à peu près normalement? Si on le veut, on est obligé de faire ça. Donc la question qui se pose est pas... alors, je vais le dire autrement, si la réponse à ta question c'est pas possible, je vous le dis comme je le pense, et Bernard sera peut-être pas d'accord avec moi, mais la France dans 5 ans, c'est la Grèce. Je vous le dis comme je le pense. Non. Et ce qui est tout à fait possible. Moi, j'en sais rien. Mais si on ne veut pas que ce soit la Grèce, il faut trouver ces 100 milliards. Non, mais il faut les trouver ces 100 milliards. Ah non, mais techniquement, c'est possible. D'après ce que j'en ai compris, il y a une mesure. Alors, je ne sais pas si elle était confirmée ou pas, mais et je vais peut-être faire hurler Bernard. Oui. Mais c'est pas sûr, parce que parfois, on est surpris. Les prestations sociales, l'indexation des prestations sociales. Vous savez que les prestations sociales sont indexées aujourd'hui sur l'inflation. C'est ça. Une idée qui est dans les tuyaux, ce serait de les indexer sur le PIB. Je vous le dis comme je le pense, je trouve que c'est formidable. Et je trouve que ça nous remet finalement dans une démarche qui est très saine, qui consiste à dire on a un système de protection sociale qui fonctionne plutôt bien en France, mais pardon, avant de redistribuer, il faut produire. Et donc, quand il y aura 3% de croissance, il y aura beaucoup de prestations sociales. Quand il y a 0% de croissance, il n'y a pas de progression des prestations sociales. Voilà. Et je trouve que là, on solvabilise vraiment, et c'est une mesure qui permet de solvabiliser l'État à long terme. Et là, vraiment, on se protège. C'est-à-dire que si on fait ça, évidemment, hein, ça a un côté un peu... En même temps, dans les entreprises, c'est ce qu'on fait hein, quand on intéresse ça marche bien. Hein, bon, vous connaissez ça par cœur. Et si on fait ça, c'est très désagréable, mais on se protège. Parce qu'on se donne les moyens de conserver un système de protection sociale avec de la famille, de la santé, des retraites, et on se donne les moyens de le conserver ad vitam aeternam. Donc je trouve ça très bien. J'en pense beaucoup de bien. Mais je voudrais dire une chose. Si vous regardez, c'est quand même un constat d'échec. Parce que la loi TEPA, en 5 ans, a coûté à peu près... 75 milliards. Voilà, 75 milliards. On va la défaire, enfin tu sais bien. Mais oui, non, mais attends. On va aussi la défaire. Mais oui. C'est complémentaire. Non, mais c'est un constat d'échec énorme, franchement. Ça veut dire qu'on revient sur la loi TEPA et on en rajoute une couche de 25 milliards. Donc ça veut dire, et je pense que c'est dommage parce que c'est ça le côté, l'ambivalence de ce gouvernement. C'est qu'il a compris les réformes de structure. Par exemple, la réforme de la fiscalité locale a vraiment profité aux entreprises. Ça y est, on peut voir le bilan maintenant. Et vous le voyez mieux que nous, les experts comptables. C'est vrai que les collectivités territoriales en ont pâti, mais les entreprises en ont bénéficié. La réforme des universités, pour laquelle je n'étais pas très chaude, je reconnais maintenant, il faut le reconnaître, c'est une bonne chose. La réforme des retraites, c'est une bonne chose, à condition qu'elle soit juste. À condition qu'elle soit juste. Si c'est pour faire travailler les profs de fac qui travaillent jusqu'à 98 ans, ça ne me gêne pas. Mais pas les ouvriers du bâtiment. Mais ce n'est pas les mitrons, hein, pas les types qui sont ruinés physiquement au bout de... À condition. Donc là, dans ce paquet fiscal, il va y avoir sans doute un retour sur les dégrèvements en matière de succession, qui avait été quand même un allègement considérable. L'impôt sur les successions, c'est l'un des rares impôts progressifs en France. Donc ça veut dire que c'était une mesure qui était injuste. C'était une mesure totalement dégressive. Idéologique. Et ça veut dire que ce paquet fiscal, il va falloir qu'il soit peint d'une bonne couche de justice. Et d'une bonne couche de collectivisme, pardonnez-moi, cher libéral. Je veux dire d'acceptation collective d'un effort. C'est ça l'ambiguïté de ce gouvernement, c'est qu'il a mené une politique, il a rêvé à Thatcher. Il s'est dit, je vais donner un grand coup dans la fourmilière,
Je vais donner de l'argent aux riches, ça va ruisseler sur les pauvres, les entrepreneurs vont surgir comme des champignons après la pluie. Bon, et non, malheureusement. Le problème aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème de crédit crunch, il le disait. Mais le problème aujourd'hui, c'est que si vous regardez le taux d'investissement des grandes entreprises, le taux d'investissement des grandes entreprises est inférieur à leur taux de rachat d'actions. Et c'est une aberration. Quand une économie arrive au point où les rachats d'actions pour maintenir de la valeur, pour maintenir artificiellement de la valeur actionnariale sont plus importants que les projets d'investissement, ça veut dire que ce pays est cuit. Ça veut dire que ce pays est un pays de rentiers qui ne regarde que son bango, que c'est un pays qui commence à aller vers l'or, vers des trucs comme ça. Quand vous allez vers l'or, c'est que vous mettez l'argent dans la lessiveuse. Ça veut dire que vous sortez de l'argent de l'économie. C'est ça, l'or. C'est de la thésaurisation. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun projet dans ce pays-là. Donc là, moi, c'est très, très bien qu'on serre la ceinture aux Français, que leur niveau de vie, ils ont été au-dessus de leurs moyens. Mais en compensation, il faut 1 de la justice et 2 du projet. Quel est le business plan pour les 30 ans qui viennent? Voilà. Ça manque. Ça, c'est vrai. Quel est le business plan pour les vrai, 30 ans qui viennent? On leur dit quoi aux Français? D'accord, je suis d'accord avec Nicolas, pas tout à fait. Je ne pense pas qu'on soit les Grecs quand même. On a un système, on n'est pas un pays corrompu. Ça, c'est vrai. On paie nos impôts, j'en reviens pas à ce qu'on paie nos impôts. L'impôt, vous le savez, vous les payez vos impôts. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'optimisation fiscale, c'est vrai qu'il y a de l'évasion de capitaux, etc. Mais il y a quand même des capitaux qui rentrent, etc. On a une administration qui n'est pas corrompue. Non, absolument. On a une administration qui est vraiment honnête. Absolument. On a un système de services publics, il y a une dépense publique qui est trop forte, c'est sûr. Il va falloir la couper ici ou là. Mais bon, bon. Donc, on a la bonne base. Alors, je voudrais quand même une dernière question pour que je comprenne bien, et peut-être vous aussi, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas les connaissances que moi-même je n'ai pas, c'est que je vois le budget de 2012, on dit il y a 366 milliards de dépenses, il y a 289 milliards de recettes, donc j'ai un déficit de 77 milliards. Avec des différents correctifs, j'arrive à 82 milliards de déficit, dont 49 milliards d'intérêts de la dette. D'ailleurs, soit dit en passant, apparemment, j'ai vu que c'était le même chiffre en 2011 et 2012. Ils n'ont pas corrigé. 50. Donc, on reste malgré tout en déficit. Or, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait parlé de la dette. Mais là, je suis bêtement comptable. Oui. Comment peut-on rembourser la dette tant que nous restons en déficit? Primaire, supérieur. Alors, une très bonne en plus, il y a, ça aussi j'ai découvert, ce déficit primaire, c'est-à-dire avant les intérêts de la dette, où la France est le seul pays de la zone euro à être en déficit, c'est-à-dire qu'avant même de payer notre dette, nos dépenses sont supérieures à nos recettes. Alors, moi je veux bien que même avec 20 milliards d'économies par an, je ne vois pas comment on va pouvoir arriver à 0 de déficit, puisque le but, c'est quand même 0 de déficit. Mais pour rembourser la dette, et c'est là ma question, moi, bêtement comptable, mes clients, pour qu'ils puissent rembourser leur dette, il faut qu'ils fassent, on va dire, du profit, oui. qu'il y ait un écart. Bon, tant que nous sommes en déficit, et je ne vois pas comment on peut repasser, on a déjà du mal à passer à On est zéro, dans une situation comment allons-nous passer usuraire. au-dessus pour rembourser notre dette? On est C'est là dans où tout une le monde parle de situation- de la réponse réduction est de dans la ta dette. question. Oui, mais je voulais La réponse est dans ta je voulais être sûr d'avoir bien Il faut compris. passer en excédent primaire, ce qu'on appelle un excédent primaire. Voilà. Et je vous ferai remarquer, et c'est Bah, un donc énorme c'est pas problème pour la suffisant. France, quand C'est pas suffisant. les agences de notation nous disent vous êtes le Voilà. triple A, enfin qui est le plus fragile, ils font référence à ça. Vous remarquez que l'Italie, par exemple, est en excédent Ouais. primaire. Voilà. Ouais. C'est quand même Ouais. pas rien. Ouais. Alors vous avez un autre pays, pour vous rassurer à l'inverse, qui a un déficit primaire qui est le plus important de tous les pays riches, c'est les États-Unis quand même. Oui, hein. c'est Parce vrai. que nous on a un Oui, déficit mais primaire c'est- qui représente à peu près mais c'est le dollar. 3% du PIB, ils sont à 8. Donc Mais c'est voilà. le dollar, Mais mais ça c'est veut le dire que, et c'est pour ça que les 100 milliards, enfin, c'est pour ça que l'effort à faire est très important. Et si on veut sauvegarder ce qui me semble être un peu notre consensus social, si on veut conserver un système de protection sociale, il faut faire des économies très importantes pour arriver justement à dégager cet excédent primaire. C'est-à-dire Oui. qu'en effet, il nous faut, Mais attends, pour reprendre votre langage, il nous faut un résultat d'exploitation Ouais. qui Voilà, soit c'est- positif. Mais, bémol. Moi, je veux bien qu'on tape dans la dépense sociale. Très bien. Il n'y a pas que ça. Hein, j'ai pas... Là, pour Non, l'instant, non. on parlait que d'un chiffre global, c'est de dire, comprenons-nous bien, mais- il faut trouver un excédent pour pouvoir rembourser nos dettes. Tant qu'il n'y aura pas d'excédent, on ne touche pas à la dette. Mais l'État, il est au taquet. Hein. L'État, il a fait des efforts. L'État, il a vraiment dégraissé. Alors, soit on taille dans la dépense d'éducation, qui reste la grosse Non, dépense. justement, oui. Mais à mon avis, c'est une folie. Non, Quoi. ça, tu Ça as veut raison. dire qu'on Tu as là, raison. on devient la Grèce. Là, on devient le Zimbabwe. Tu as C'est-à-dire raison. que vraiment, on devient des analphabètes. Quoi. Bon, non, zéro. Ça n'est surtout pas touché à l'éducation, qui est le cœur
En plus, qui est vraiment le cœur de notre contrat social, l'éducation, en France. Hein. C'était, ça l'est plus, malheureusement. Ça l'est plus. Et ça l'était. Donc c'est vrai que c'est la dépense sociale. Mais si on tape trop sur la dépense sociale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent ne circule plus dans les hôpitaux, dans les infirmières, dans les trucs comme ça. C'est-à-dire que de ce côté-là, il y a tout un secteur dans la recherche médicale, il y a tout un secteur qui dépend énormément de la dépense sociale. Donc il peut y avoir l'effet grec là où on ne s'y attend pas. L'effet grec, ça a été que les Grecs sont partis billes en tête sur la rigueur, la restriction, etc. Ils se sont retrouvés avec moins 7% de croissance. Moins 7% de croissance. Alors qu'ils étaient, si vous regardez la Grèce, il y a 4 ou 5 ans, ils étaient 4-5% de croissance positive. Moins 7 après leurs histoires. Donc il y a aussi ce risque-là qui est terrible. Donc la ligne de crête, elle est d'une délicatesse. Moi, c'est vrai qu'il faut toucher à la dépense, bien sûr, mais il faut quand même revenir sur un certain nombre de recettes qui ne sont pas encaissées. Il faut supprimer toutes les recettes, toutes les niches fiscales qui sont inutiles. Il faudra rétablir un peu de progressivité de l'impôt, je suis désolé. Il faudra aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire sur les successions ou sur l'impôt sur le revenu aussi. Je ne sais pas si le gouvernement aura le courage de le faire. L'ISF, là, sa réforme du bouclier fiscal, il a donné 500 millions d'un côté, il en a perdu 1,5 milliard de l'autre. Donc il y a tout un système là aussi qu'il va falloir faire comment dire, c'est de la microchirurgie qu'il faut faire. Il ne faut pas arriver en disant badaboum boum. C'est ce qu'ont fait les Grecs, badaboum boum, résultat, moins 10% de croissance. Mais encore une fois, moi je dis, cette histoire de déficit primaire, ça me touche beaucoup. Ça prouve que la France est bien vue, pas uniquement pour son économie, parce que l'Italie devrait être triple A+++. Pourquoi elle n'est pas triple A+++, alors que l'Italie, c'est le deuxième secteur industriel de l'Europe, derrière l'Allemagne encore? Et oui, le tissu des PMI italiennes, il existe, le tissu des PMI italiennes, plus que le nôtre. Eh bien, l'Italie, elle est dans à mon sens, peut-être je me trompe, mais elle est dans cet état très mauvais, parce que derrière, il y a la déliquescence politique que perçoivent, que reniflent les marchés. Le Sud, le Nord, la Ligue du Nord, le bataille, etc. Donc, ce qui donnera le triple A aussi à la France, c'est le consensus politique. Moi, je pense que d'une certaine manière, je ne dis pas qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Si, je le dis. On a déjà parlé. Je le dis. Mais il faut, d'une certaine manière, dans une situation qui est une situation de guerre économique assez grave, il faut en finir avec les bagarres, là. Il faut en finir de dire, oui, moi je te remets la retraite à 60 ans, ben moi je... Bon. Donc de ce côté-là, il faut qu'il y ait une sorte de consensus national comme l'ont eu les Allemands. Mais les Allemands, n'oubliez pas une chose, ils ont fait leur paquet, les réformes Hartz. Ils les ont fait. Et aujourd'hui, le revenu par tête des Allemands est plus faible de 10 ou 15% que le revenu des Français. Donc ne vous illustrez pas. Vous voulez la rigueur, vous l'aurez. Mais en échange, vous aurez quand même une baisse du pouvoir d'achat. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Juste un mot. Tu m'as décrit comme libéral, mais sur les questions d'éducation. Mais sur les questions d'éducation, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que justement, la rigueur. Alors moi, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc la question, c'est comment on fait de la rigueur. Et quand je vois par exemple que en primaire, on augmente le nombre d'élèves par classe. Attends, je peux dire un truc. C'est économiquement idiot. Je veux dire un truc là. Je peux dire un truc. Ouais. Mais je ne sais pas si c'est bon ce que je vais dire, mais tu vas me couper. Je pense qu'il faudrait. Pour éviter de rentrer dans un système à l'indienne où on rentre, les usuriers nous ponctionnent pendant 50 ans et on ne s'en sort pas, je pense, moi, qu'il faudrait une renégociation de toutes les dettes de la zone euro, y compris celle de l'Allemagne et celle de la France. Je pense qu'il faudrait oser dire, écoutez les gars, eh bien c'est vrai, on a voulu soutenir les banques, on a eu la crise des subprimes, on y est allé un peu trop, on a voulu maintenir notre niveau de vie, on n'a pas pu le faire, on s'est trompé, j'ai cru qu'en diminuant les impôts des riches, j'allais relancer, ça n'a pas marché, on s'est planté, mais on ne peut pas traîner ce boulet, sauf à une désagrégation sociale forte, une désagrégation européenne certaine, et une désagrégation interne probable. Il faudrait que les Allemands et les Français aient le courage de dire, d'accord, les Grecs, 50% de moins, mais les Français et les Allemands, 10% de moins.
Voilà, c'est tout. On a fait accepter et on renégocie collectivement la grève. Alors, ça veut dire qu'il faut des eurobonds, ça veut dire qu'il faut un peu d'inflation, ça veut dire qu'il faut monétiser la dette publique, ça veut dire qu'on fait une politique agressive en termes de monnaie. Ah bon, vous voyez que vous voulez que le yuan soit fort? Eh bien, il va le devenir parce que l'euro va devenir faible. Ah, et qu'est-ce qu'ils vont dire, nos copains américains? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils ne peuvent rien dire. C'est la loi du marché, les gars. La loi du marché. Allez, boum, boum, vous en voulez de l'euro, vous en voici, voilà. Et avec tous nos euros, on vous achète des dollars. Eh bien, le dollar, il va monter. C'est l'offre et la demande. Entièrement d'accord. C'est exactement ce que c'est l'offre et la demande. je prône. Eh bien, vous allez voir que Entièrement d'accord. les entrepreneurs français vont commencer à respirer un petit peu, les entrepreneurs allemands, les entrepreneurs italiens, etc. Et la zone euro, si vous voyez que c'est à peu près 85%, ça se fait en interne quand même, de la circulation de la richesse, elle va recommencer à retrouver quelques muscles. Donc là, il y a une volonté politique très très forte. Alors, est-ce que c'est possible? Mais si la rigueur, si c'est tous sur la rigueur, ça va aller mal. Ça sera la guerre économique des uns contre les autres et petit à petit le délitement social dans chacun des pays. À mon sens. Juste pour peut-être conclure sur ce que dit... je suis d'accord. Non, mais je veux dire, et moi je crois que la rigueur, on n'a pas le choix. Je crois qu'il faut de toute façon la faire. Mais historiquement, vous savez, on a deux références historiques en France en matière de rigueur. C'est le plan Pinay-Rueff de 57 qui a bien marché et la déflation Laval qui a été dramatique. Et la différence entre les deux, c'est pour ça que je suis obsédé par les questions de taux de change. La déflation Laval, elle s'est faite dans un contexte qui était celui de l'étalon or, etc., avec une monnaie 34. Élevé, surévalué. Le plan Pinay-Rueff, il s'est fait avec une dévaluation. Voilà. Et quand vous réduisez à l'intérieur, et ce qui est la rigueur, il faut aller chercher artificiellement à l'extérieur. Sinon, vous risquez d'avoir une vraie dépression. Et je trouve que l'enjeu aujourd'hui, il est là. Donc la rigueur, évidemment, tu as raison, sur l'éducation, non, là, c'est pas, ça c'est nul. C'est pas là-dessus qu'on doit, c'est idiot, c'est pas là-dessus. En réalité, c'est un manque de courage. Mais donc, il me semble qu'on peut réussir cette phase de rigueur, mais il faut l'associer en effet avec une gestion macroéconomique, monétaire. Et moi, je suis très orthodoxe, je suis plutôt allemand, donc ça me fait mal de dire ça. Mais là, je crois qu'on n'a pas le choix. Donc, une politique monétaire un peu agressive, etc., une dévaluation de l'euro. Et je pense qu'en effet, la ligne de crête est étroite, mais il me semble que les choses peuvent bien se passer si on fait ça. Bah écoutez, après tout ça, moi j'aurais bien du mal à ajouter un mot. Simplement, je constate que ça fait combien, 3 ou 4 fois que nous nous rencontrons. Et il n'y a qu'à France-Gestion, où un libéral et quelqu'un plutôt marqué à gauche, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre de fois, ils vous disent « nous sommes d'accord ». Qui a le plus changé? Mais franchement, non, c'est même pas ça. Non, je crois que c'est le bon sens, parce qu'on est tous là, on fait très attention à ce que vous dites, on est émerveillés. Moi, je me dis, c'est notre classe politique, et je pense que vous avez les uns et les autres des moyens d'action. Et c'est vrai que dans ma petite tête, c'était de dire, tiens, en faisant cette réunion, en enregistrant ce que vous dites, peut-être qu'il y aura un jour des gens du monde politique intelligent pour comprendre que si un gars plutôt à droite et un autre plutôt à gauche arrivent à se mettre d'accord sur certains points, mais ça veut dire que quelque part, la raison, elle est là. Voilà. Alors, eh bien écoutez, tout ce que je peux vous demander, c'est si vous avez des sites internet, si notre réunion qui est filmée par Christian François est tout à fait libre, vous pouvez parfaitement la mettre sur vos sites internet, la diffuser autour de vous, si vous y avez pris, comme nous en tout cas, autant de plaisir et autant d'intérêt. Merci. Merci.